bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le 88e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique européenne. Et pour parler de ce qui s'est passé donc cette semaine, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Camille, Salut à tous. Jeff Bonsoir à tout le monde. et Alexis. Bonsoir. Au programme de ce soir, du football allemand, football italien et espagnol. Et donc en premier lieu, justement le football allemand, la Bundesliga 2 et ensuite la Bundesliga. Je pense qu'on a à peu près que des bonnes nouvelles pour cette semaine, que ce soit dans les deux divisions. Mais je laisse... Je pense que pour l'Allemagne, on est plutôt bon cette semaine. En effet, je vous laisse le soin de nous dire, spécialisé à la Bundesliga, que s'est-il passé au niveau du football allemand. Alors, je vais passer rapidement sur la Bundesliga 2 avant de laisser la parole à Alexis pour commencer la Bundesliga 1. Mais il y a eu des résultats. Il y a eu une journée de Bundesliga 2 qui s'est jouée ce week-end, la 25e, avec deux matchs qui ont commencé vendredi, un match nul entre Kaiserslautern et Elversberg, qui fait un petit peu office de derby non officiel, étant donné que les deux équipes sont quand même dans le sud-ouest, on va dire, de l'Allemagne, avec un match nul, donc un partout, entre Kaiserslautern et Elversberg. Et l'autre match du vendredi soir, c'était Darmstadt-Karlsruhe, avec un 3-0 pour les Lilien de Karlsruhe. La Bundesliga 2 et cette 25e journée s'est continuée ce samedi, donc hier au moment où on enregistre, avec une victoire de Cologne sur la pelouse de Ulm 1-0. Petite victoire, mais victoire précieuse pour les Boucs de Cologne. On a eu un match nul entre le Greuther Fürth et Magdeburg, un partout. On a eu la grosse victoire du HSV, le Hambourg Sportverein, face à Düsseldorf, 4-1. Et mes amis de Schalke qui se sont imposés dans la capitale en allant gagner face au Hertha Berlin 2-1, avec notamment un but d'un ancien Schalke pour le Hertha, pour l'égalisation, Thomas Kalach qui avait ouvert le score pour les Königsblauen à 26e. Fabian Rees, ancien attaquant post-formé chez nous à Schalke, qui avait égalisé à la 51e, avant que Kenan Karaman, encore et toujours lui, un des deux hommes forts de Schalke, redonne l'avantage à Schalke 4 minutes plus tard sur penalty. Et même si Berlin a un petit peu dominé on va dire, a eu un léger avantage, je n'irai pas dominer, léger avantage pour les points, on a encore une fois eu l'exemple que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de possession dans une rencontre, mais qu'il faut marquer au bon moment. Donc, bravo à Schalke qui se redonne un petit peu, qui se remet un petit peu la tête à l'endroit. Et dans les rencontres d'aujourd'hui, on en avait 3. On a 2 matchs nuls, 1-0-0 entre le Jan Regensburg, Ratisbonne et Paderborn, un match nul, un partout entre Hanovre et Braunschweig, et la victoire à l'extérieur de Nuremberg sur la pelouse du Preuß Münster. Et donc, au niveau du classement, ça nous donne quoi? Ça nous donne Hambourg et Cologne qui se côtoient encore l'un après l'autre, avec un Hambourg leader avec 45 points et un Cologne second à 1 point.
On a Kaiserslautern qui aurait pu aussi reprendre des points et reprendre peut-être même la seconde place à Cologne. Mais malheureusement, match nul, donc troisième place. Et pour l'instant, barragiste pour le RCFCK. La médaille en chocolat est actuellement pour Magdebourg, qui avec son match nul également est quatrième avec 42 points. 42 points et un match nul cette semaine, c'est aussi Paderborn, qui est cinquième. On a le sixième Elversberg avec 40 points, aussi un match nul. Et l'autre équipe à avoir fait un match nul, c'est Hanovre, qui est septième avec 39 points. Donc, ce qui veut dire qu'on a toujours encore du 7e Hanovre au deuxième Cologne, on n'est même pas à 6 points. Donc, ça se tient encore dans des temps relativement serrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a deux équipes à 38 points. Nuremberg le 8e et Düsseldorf le 9e. Le 10e, c'est Karlsruhe avec 36 points. Dommage pour Karlsruhe qui avait enchaîné 2 victoires de suite. Et là, il retombe dans leur travers. Schalke, par contre, deuxième victoire de suite. 9e victoire de la saison pour les Königsblauen qui quittent leur 13e place et sont actuellement 11e. Le Greuther Fürth est 12e avec 33 points, également comme Charles, mais avec une moins bonne différence de but que les Königsblauen. Le 13e, c'est Darmstadt avec 31 points. Le Hertha BSC enchaîne une deuxième défaite de suite et tombe à la 14e place avec 26 points. Le Preußen Münster n'a qu'un seul succès en 5 rencontres avec la 15e place et 23 points. 23 points qu'ont aussi Braunschweig, qui aurait pu avec une victoire mettre Münster de la panade, mais pour l'instant, c'est l'Eintracht qui est barragiste et les deux relégables sont toujours encore Ulm et Radisbonne, 17e et 18e, avec respectivement 19 points et 16 points. Voilà un petit peu pour les résultats et les nouvelles de Bundesliga 2. En sachant que le meilleur buteur actuellement est David Selke avec 17 points. Merci pour les infos concernant la Bundesliga 2. Mais je pense que Alexis a beaucoup de choses à nous raconter sur Mayence ce soir. Et de bonnes choses, je pense. Alex, c'est à toi, mon ami. Et effectivement, ouais, j'ai de bonnes choses, des très bonnes choses, même pour le coup, à raconter. Malgré le fait que le match n'ait pas été diffusé vendredi. Donc voilà, j'ai essayé quand même j'ai vu un peu le début de la rediff jusqu'au premier but. Mais Mayence qui se déplaçait sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach vendredi pour ouvrir le week-end. Et puis après un merveilleux week-end la semaine passée, on a assisté une nouvelle fois à un très bon week-end hier. Je sais pas qui c'est qui a dit que ce mois de mars serait compliqué, mais ils sont en train de déjouer pas mal de pronostics, même si pour le coup ce match a été un peu plus compliqué. Au niveau des occasions. On va dire que c'est plutôt le Borussia qui a été qui se crée quand même pas mal d'occasions, mais sans ouvrir le score. Et puis sur leur première occasion, Mayence, par l'intermédiaire de Jason Lee et Paul Nubel, ont trouvé l'ouverture. Ce qui a quand même changé par rapport à il y a plusieurs matchs en arrière. Il fallait quand même plusieurs occasions pour mettre un but. Là, il faut une occasion pour mettre un but. C'était quasiment le même scénario le week-end dernier. Donc voilà, donc ouverture du score de Paul Nubel à la 40e minute de jeu. Et mi-temps sifflé sur ce score de 1-0.
En deuxième mi-temps, un coup franc juste au retour des vestiaires de Nadia Manieri qui trouve Dominique Corr en 2 temps, qui trompe le gardien du Borussia. D'abord de la tête, qui rate sa tête et qui ensuite, du pied droit, marque le deuxième but. Donc voilà. Et puis, un quart d'heure de la fin, un peu une petite ou une grosse frayeur, ça dépend comment on se place. Le Borussia qui revient à 2-1 et on se dit qu'on va assister à un match assez serré au final durant les 15 dernières minutes. Et puis non. Ça se passe pas comme ça cette saison avec Mayence. C'est Nadia Mamiri d'une très belle frappe qui trompe le gardien du Borussia pour marquer le troisième but quasiment 3-4 minutes après le but du 2-1. Donc voilà, Mayence qui s'impose 3-1. Mayence qui est la seule équipe du top 5 à avoir gagné ce week-end, et j'irai même encore un peu plus loin en disant que c'est la seule équipe du top 10 qui a gagné ce week-end. Et forcément, si tu es la seule équipe du top 5 à avoir gagné, ça veut dire que tu fais forcément une bonne opération. Et effectivement, après ce match, Mayence était troisième après cette rencontre, en attendant notamment le score, enfin le match entre Francfort et Berlin qui jouait cet après-midi. Et puis au final, donc on va spoiler un peu, mais Lyon Berlin qui s'est imposé 2-1 à Francfort avec notamment un penalty arrêté par le gardien de l'Union à la 95e minute de jeu. Donc voilà, Mayence qui est troisième, et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure en off, Mayence qui commence à faire un petit trou sur les places 6 et 7 notamment. Il y a quand même 6 points d'écart entre Mayence et ces équipes-là. Donc moi, le premier qui a annoncé un mois de mars compliqué, ils sont en train de, comme je disais, de déjouer tous les pronostics, de se placer non seulement pour l'Europe, mais un truc que j'imaginais pas, c'est qu'ils sont en train de se placer pour la Ligue des Champions, et même plutôt bien. Donc voilà, ils reçoivent le Fribourg la semaine prochaine. Et s'il y a victoire, on peut imaginer quand même de belles choses. Après, voilà, il restera 8 ou 9 journées. Il restera 8 ou 9 journées avec un calendrier sur fin mars qui sera quand même compliqué parce que malgré tout un déplacement à Dortmund à la fin du mois, mais un calendrier un peu plus abordable sur avril. Alors le paradoxe avec Mayence, c'est qu'ils peuvent faire un 12 sur 12 ce mois-ci et faire un 0 sur 12 le mois prochain, en se disant qu'il y a quand même un calendrier un peu plus abordable. Donc voilà, Mayence se place pour l'Europe, ça commence à s'envisager. Et Mayence se place pour la Ligue des Champions, ça peut s'envisager. Et même moi, personnellement, à titre perso, je serais presque déçu s'il n'y avait pas la Ligue des Champions au bout pour Mayence. Après, voilà, je ne vais pas trop en demander. Mais petit à petit, Mayence fait son trou et fait son nid surtout. Donc voilà, une belle victoire ce week-end. Deux matchs qui arrivent qui seront aussi compliqués. Donc là, je pense qu'à partir de Dortmund, on pourra peut-être commencer à envisager des très belles choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoute, à partir du moment où, à même plus d'10 journées de la fin,
tu es dans le top 4, même dans le top 3, c'est normal de devoir, j'ai même plus envie de dire de pouvoir, mais de devoir penser à une place européenne. Il reste 9 matchs, ça fait 27 points à prendre, ça fait encore beaucoup, mais au bout d'un moment, quand je regarde, vous êtes quand même à 6 points de Wolfsburg, donc en finissant, ne serait-ce que, entre guillemets, en Conference League, qui est actuellement occupé par Leipzig, c'est tout à fait jouable et tout à fait légitime de se voir européen la saison prochaine. Surtout quand on regarde les dynamiques sur lesquelles certaines équipes sont, comme Francfort qui n'a pas perdu depuis 3 matchs, qui n'a pas gagné depuis 3 matchs, et vous ne savez plus perdre ces derniers temps. Je crois que la dernière défaite remonte à la fin du mois de janvier. C'est ça, face au Verlier. Ouais. Depuis, c'est nul, victoire. C'est bien. C'est bien. C'est plus que correct, on va dire. Voilà. Franchement, là-dessus, je suis d'accord avec Camille aussi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a 27, comme Camille l'a rappelé, il y a 27 points prenables. Moi, je pense qu'il y en a 15 qui sont accessibles, sans trop de difficultés. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs tous les deux, mais je pense qu'il y en a 15 accessibles au minimum, et le reste, c'est plutôt du bonus, on va dire. Alors, attends que je regarde un petit peu les matchs à jouer. Oui, bon, Bayern, Leverkusen, si vous les battez pas, voilà, ça sera pas inquiétant comme dit Jeff. Un Dortmund, c'est pas si vous les battez pas non plus. Même cette saison, je trouve qu'ils sont accessibles, on va dire. Même, rien qu'un nul, c'est accrochable. Oui. Vous l'avez déjà fait à l'aller, si je dis pas de bêtises en plus. Dortmund? Ouais. Victoire à l'aller. Ah bah encore mieux. Donc voilà. Voilà, bah honnêtement, pour moi Dortmund, je les mets dans le côté accessible. Donc allez, t'as peut-être pas la victoire, mais tu peux repartir avec un point. Tu peux. Mais du coup, tu vois qui dans les pas accessibles, à part Leverkusen et Bayern? Je crois que j'avais mis peut-être Dortmund. Attends, faut que je regarde parce que du coup, j'ai plus le calendrier sous les yeux. Fribourg, c'est prenable. Dortmund, c'est prenable. Kiel, c'est prenable. Hoffenheim, c'est prenable. Wolfsburg, c'est prenable. Bochum, c'est prenable. Reste Francfort, Bayern et Leverkusen. Vous avez. Je crois que j'ai dû compter de grosses équipes à la fin. Mais... j'ai dû compter peut-être Dortmund dedans, alors du coup. J'ai peut-être dû compter Dortmund dans les pas prenables. Ouais. Donc ce serait pour moi peut-être le troisième match qui va peut-être faire défaut à Mainz, mais encore, c'est pas certain, quoi. Parce que moi, j'avais compté qu'il y avait 15 à 18 points prenables. C'est ça. Surtout, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il va y avoir des confrontations entre les équipes qui vont jouer l'Europe. Et ça, jusqu'à la fin de la saison, il me semble quasiment toutes les journées, il y en a une. Donc c'est là où Mayence peut tirer son épingle du jeu. Ouais, voilà. Peut prendre des points et envisager le meilleur. Donc, oui, voilà. parce que c'est vrai qu'il y a les points qui sont accessibles, et en plus de ça, il y a le résultat des adversaires qui peut jouer ou non en votre faveur. Mais pour moi, la Ligue des Champions, comme je t'ai dit, Mainz peut finir troisième et vous l'aurez entendu en premier. Mais même sans vouloir trop raconter de choses, t'es quand même l'un ou le premier à avoir dit que Mayence jouerait l'Europe la saison prochaine. Quand tu vois la dynamique de l'équipe depuis l'arrivée du coach, je trouve que c'est pas déconnant d'y penser. Hein. C'est sûr que cet entraîneur a fait quand même énormément de bien. Et d'ailleurs, c'est pareil, je ne vais pas trahir un secret,
je pense qu'il n'écoutera pas et qu'il ne nous en voudra pas surtout. C'est ce que je vous disais, que j'avais posé la question à Anthony Cassi, de l'apport de l'arrivée de Bo Henriksen l'an dernier, il m'a clairement répondu qu'il savait amener la confiance en finissant avec un lui derrière. Donc, est-ce que c'était une balle perdue pour l'ancien coach? Pour l'ancien vous? Non, c'est pas lui. Enfin, pour moi, c'est pas lui. Pour moi, c'est plus. C'est pas pour le vieux mot. C'est pour celui qui a remplacé Bo Svensson fin novembre 2023, Jan Sievert, qui avait pris la place et qui était resté 2 mois où c'était clairement très très compliqué avec lui. Donc, je pense que c'était plus pour lui, parce que moi je parle du principe que si vraiment tu parles de confiance, etc., si tu remplaces un coach, si tu vois qu'il t'amène pas de confiance derrière, alors que dans la situation dans laquelle ils étaient, c'est possible que ce soit pour lui. Après, peut-être que de base c'était pour personne, mais pour moi ça m'a fait penser à lui. Ah bah du coup, les vieux beaux ont de beaux restes du coup. C'est ça. Un vieux beau sur le retour. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas déconnant. Après, quelle compétition vous allez vraiment jouer sans vouloir, en étant un peu plus réaliste, entre l'Europa et la Champions, ou peut-être à défaut la conférence? Je pense que la Ligue des Champions, elle n'est pas déconnante à décrocher chez vous. Est-ce que vous allez être le petit poussé? Est-ce que vous allez être le Brest de l'Allemagne? Va savoir. Ouais. Bah, c'est ça, hein. C'est juste ça, c'est à quelle position vous serez. Parce que, comme je l'ai dit avant, je pense que vous serez européen la saison prochaine, vu la dynamique que vous avez et vu la dynamique que certaines autres équipes ont. Mais, comme vient de le dire Jeff, il faudra savoir dans quelle catégorie on vous rangera. Est-ce qu'on vous regardera en début de semaine ou en milieu de semaine? Personnellement, je préférerais que ce soit en début de semaine. Hein. Oui et non. Et j'ai peur que tout supporter de club rêve de jouer la Ligue des Champions. Vous, avec l'Inter, la Juve ou Milan, vous avez l'habitude. Moi, personnellement, avec Mayence, ça serait un exploit. Avec Bordeaux, je ne parle même pas. Mais jouer la C1 avec Mayence, ouais, moi, je me régalerais. Autant que je me régalerais s'ils étaient en C3, en C3, ou à la rigueur en C4, parce que quand on voit les équipes de Conference League cette année, il y a de quoi faire, hein, c'est pas dégueu. Donc moi personnellement, la C1, 3 ou 4, personnellement, moi je prends, avec quand même une préférence pour la C1. Après, tout dépendra du recrutement que vous allez faire aussi cet été. Parce que en cas de Ligue des Champions, ce qu'il faut aussi ne pas jouer la Ligue des Champions au détriment de la Bundesliga. Et dans ce cas-là, il va falloir un recrutement qui sera intelligent. Et c'est là que la question se pose. C'est ça. Et surtout, est-ce que les joueurs comme Amiri, Bogart, même Cassia à la rigueur, vont être supervisés, ça, c'est sûr. Est-ce qu'ils vont rester? C'est possible, parce que moi je parle du principe que s'il y a la Ligue des Champions, ça reste quand même un bon truc à jouer avec Mayence. Maintenant, forcément, s'il y a la C3, je pense, enfin, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Peut-être la C1 et la C3, je me dis que l'effectif ne bougerait pas forcément, mais effectivement, il faudrait recruter au moins pour jouer sur le tableau du championnat et de la Coupe d'Or. Vous avez des cadres qu'il faut prolonger cette année ou c'est correct? Je parlais, ouais, c'est au moins 2026 pour Cassie. Ça parlait d'une prolongation. Bogart aussi est en 2026. Amiri, il me semble que c'est en 2028. Donc ça, c'est encore, ça passe. Après les autres, j'ai pas forcément de date en tête.
Mais ouais, il y aurait quand même du 2026, donc ça faudra commencer à en parler, quoi. voilà. Après, bah voilà, Miris que j'ai 2028, Stano qui est au milieu de terrain est arrivé cet été, donc je pense qu'il y a encore quelques années devant lui. Je pense que les dossiers prioritaires, ça serait surtout de remplacer, non, mais de recruter quelqu'un qui pourrait jouer la doublure de Jason Lee, qui est un peu en fin d'âge, quoi, enfin, en fin de carrière. Derrière aussi, ça va être compliqué parce que Dominique Corr, il a 31 ou 32 ans. Euh, c'est un peu vieillissant derrière. Donc ouais, c'est des joueurs qu'il faudrait recruter certainement derrière et aussi au milieu de terrain et ouais, enfin, sur toutes les lignes, quoi, quasiment. Donc voilà. Ben, je vais passer du coup sur le reste de la Bundesliga. Si tu as fini avec Mayence, Alex. Oui, j'ai fini, puis c'est déjà pas mal pour le coup. Ah oui. Et ça change pour une fois oh mon Dieu, on n'a pas été bon, on a eu des problèmes. Oh là là, qu'est-ce que c'est fatigant. Non, là vraiment. C'est sûr que l'an dernier c'était compliqué, hein, mais là, c'est plus le cas. La limite, j'attends les samedis et les dimanches avec beaucoup d'impatience. Au moins les samedis, et après selon les résultats, au moins les dimanches avec impatience. Et fais attention, hein, parce que à ce rythme-là, vous allez finir champion, hein, dans un an ou deux. Ah ben ça va. Regarde les Verkusen, hein, ils étaient presque relégables. Alonso est arrivé, et en un an et demi, ils ont fini champion, hein. Donc attention. Ben c'est ça, c'est plutôt sur la période de Stuttgart en fait que je prends exemple, qui était relégable, même limite barragiste c'était il y a 2 ans je crois, et qui joue du coup la Ligue des Champions, qui joue les places européennes maintenant. Donc si on pouvait avoir un destin à la Stuttgart, perso je le prends. Hein. Je pense que tout le monde prendrait. Aussi. Moins leurs résultats en C1, mais ouais, leur plan de carrière, ouais, moi je prends. Oui. D'ailleurs, en parlant de Stuttgart, manque de bol, ils ont choqué contre le Holstein Kiel hier, nos amis Swab, en faisant un match nul de partout, là-bas dans le nord, tout au nord de l'Allemagne, à la frontière danoise, un match nul de partout, en étant réduit quand même à 10 quasiment toute la seconde période, faut préciser quand même. Après l'expulsion alors j'espère que je dis bien le nom, Sterliou, à la 52e, donc en plus, au moment où il prend le rouge, qu'il menait, parce que c'est Stuttgart qui avait ouvert le score, et Skripski, un ancien de Schalke d'ailleurs encore, s'était offert un doublé, avec un beau but d'ailleurs de Skripski, et le rouge à la 52e, l'égalisation de Demirovic à la 55e. Donc, dommage pour Stuttgart, mais beau résultat en infériorité numérique. Ceux qui ont par contre eu beaucoup de mal, et où c'est quand même c'est drôle quand même, c'est le Bayern. Le Bayern qui menait tranquillement 2-0 à la mi-temps face à Bochum à domicile. On s'est dit, bon ben, ça va de nouveau être un match sur des rails pour le FCB, pour le record Maesta. Eh ben non. Non. D'abord la réduction du score par Medic à la 31e minute. Et le fait du match, pour moi quand même,
c'est l'expulsion de Palinha. Alors oui, il y a rouge, oui, tout l'expulse. Mais après, Bochum s'est réveillé et on a mis 2. D'ailleurs, ils ont bien aimé les minutes avec un numéro 1 dedans, hein, Bochum. 31e, 51e, 71e minute. Dommage qu'ils n'aient pas marqué un 4e but à la 91e, ça aurait été parfait, je trouve. Mais ils ont quasiment pas eu le ballon, mais dès qu'ils ont accéléré, ils ont fait mal au Bayern. On notera également le doublé, n'empêche, pour le Bayern de Rafael Guerreiro, l'ancien orienté, le franco-portugais. Mais encore une erreur de parcours pour le Bayern face à Bochum. Ouais, quand même relativement embêtant, mais bon, c'est pas catastrophique non plus. On va dire ça comme ça. Et Bochum, c'est quand même une équipe qui fait beaucoup de mal quand même au Bayern. Parce que régulièrement, Bochum les embête sur ces dernières années. C'était vraiment une victoire expiatoire au début. Et maintenant, ce week-end, il y a eu en 2024, il y a quasiment un an, en février 2024, ils s'étaient imposés sur le même score. En 2022, ils avaient aussi gagné avec un 4-2. Ils ont commencé à se rebeller, les hommes de la Castropactra. Donc bon, c'est... À chaque fois maintenant, je me dis, Bochum Bayern, ça peut faire quelque chose. Et là, ça l'a de nouveau fait. Autrement, dans les matchs de ce samedi, il y avait un Wolfsburg-St. Pauli qui s'est terminé sur un partout. On a Augsburg qui s'est imposé sur la pelouse du BVB 1-0. Le Werder Bremen qui a disposé du Bayer Leverkusen à la Bayer Arena 2-0. On avait un Fribourg-Leipzig en fin d'après-midi qui s'est terminé sur un petit 0-0. Et les 2 derniers matchs qui se jouent aujourd'hui, c'est la victoire de l'Union Berlin sur la pelouse de Francfort 2-1 et le match nul d'Offenheim face à Heidenheim 1 partout. Et la statistique qui est quand même relativement hallucinante, faut dire quand même ce qui est, c'est que à part Mayence, aucune équipe du top 10 s'est imposée ce week-end. Du 1er au 10e, la seule équipe s'étant imposée, c'est Mayence. Autrement, ce sont toutes les équipes de la deuxième partie du tableau qui ont soit gagné, soit fait match nul. Et du coup, je vais passer au classement avec le Bayern qui a concédé sa 2e défaite de la saison, mais qui est encore loin devant avec 61 points. Le 2e, Leverkusen, pouvait se rapprocher à 5 points, mais manque de bol, et ça n'a pas gagné. Mayence, par contre, a chippé la 3e place à Francfort pour être avec 44 points, médaille de bronze actuellement, si on peut dire ça comme ça. Francfort en fait une 3e défaite de suite et tombe à la 4e place. Fribourg est 5e avec 41 points. Les qualifiés actuellement pour la Conference League, comme je le disais tout à l'heure, c'est Leipzig avec 39 points. 38 points pour Wolfsburg, 7e. 2 équipes à 37 points. Stuttgart et Gladbach. Dortmund est 10e avec déjà une 10e défaite de la saison
35 points pour le BVB. Augsbourg est 11e avec 35 points également, à égalité de points avec le BVB, sa victime du jour. Le Werder s'est imposé et remonte à la 12e place. Hoffenheim est 13e et avec 26 points, a le même nombre de points que l'Union Berlin 14e, mais Hoffenheim a un différentiel de but d'un petit but d'avance. Moins 15 contre moins 16 pour le TSG. St. Pauli est le premier non relégable avec la 15e place et 22 points. Bochum, du coup, est 16e et barragiste, mais n'est plus qu'à 2 points de St. Pauli. Holstein Kiel avec un match nul et à 3 points de Bochum. Et le dernier, toujours encore bon pour la charrette, c'est Heidenheim, 18e, avec 16 points. Et on va noter quand même que c'est une journée où Harry Kane n'aura pas marqué. Lui, le serial buteur du Bayern Munich. Et on note quand même que la Bundesliga est vraiment très hétéroclite parce que Marmouche, qui est quand même parti depuis le mois de janvier, est toujours encore 3e meilleur buteur alors que ça fait un mois et demi qu'il n'est plus dans le championnat. Donc, ce qui veut dire qu'on a une journée où les 3 meilleurs buteurs n'ont pas marqué. Ni Patrick Schick pour les Leverkusen, ni Harry Kane pour le Bayern, ni Omar Marmouche qui est du coup depuis parti à Manchester City. Voilà pour la Bundesliga. Que du positif et que ça continue, c'est tout ce qu'on souhaite. Et donc, si quelqu'un veut continuer avec un autre championnat, je suis ouvert à la discussion. Effectivement, après l'Allemagne, on peut directement bifurquer en... Si on partait en Serie A. En Serie A, c'est ça, pour la 28e journée. Donc, moi, perso, je suis pour. C'est ça, pour la 28e journée donc, de Serie A. Personnellement, comme ça, c'est fait, c'est évacué. Ouais, voilà, moi j'ai... Ouais, voilà quoi. Et donc Ouais, voilà, ça va, du côté du Milan. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Ouais, mais ça reste quand même très fastidieux. Du coup, je vais me permettre d'enchaîner et de commencer. Bien sûr. Milan a joué ce week-end à l'extérieur contre Lecce. Ça a été, comme je le disais, fastidieux. Milan fait du Milan comme il le fait depuis cette saison. Même déjà sous Fonseca, c'était déjà à peu près la même chose. Milan aime bien être pris au score pour pouvoir faire quelque chose. Il y a eu beaucoup de... Ah, j'ai pas pris le truc. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'effectif dans le 11, puisque Conceição a décidé de jouer à la méritocratie. Il en a plus rien à foutre des cadres, etc. Cadre, pas cadre, rien à faire. Si t'es pas bon, tu joues pas. Eh ben, ça a plus ou moins fonctionné. Donc, dans le 11, on peut retrouver déjà Sportiello, puisque de toute façon, Maignan était suspendu pour ce match. Et Sportiello est de toute façon hiérarchiquement le numéro 2 dans les cages. En charnière centrale, on a retrouvé Gabbiadio, qui pour moi est pas loin d'être la meilleure charnière centrale de l'équipe, si ce n'est même la meilleure du coup, puisque je préfère quand même Thio à Tomori, sachant que Thio, les saisons précédentes, j'étais pas très fan de lui, je le trouvais j'avais trouvé qu'il avait des problèmes de concentration, qu'il était maladroit, qu'il faisait des fautes très bêtes. Il a été l'auteur de pas mal de penalties encaissés, des cartons jaunes, des cartons rouges. Donc j'aimais pas. Mais cette saison, il faut admettre que Thio a un peu pris du galon et c'est très très bien pour la défense. Avec du coup aux côtés de Gabbia qui lui était arrivé à Milan, enfin était revenu en pompier de service
puisqu'il était arrivé alors qu'il était en prêt pour pallier à toutes les blessures qu'il y avait à ce poste. À droite, on a retrouvé Kyle Walker et à gauche, Théo Hernandez, même si Théo Hernandez, malgré sa récente contre-performance, s'est retrouvé et titulaire et capitaine de l'équipe. Je trouve que c'est assez important pour le souligner. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Conceição lui apporte confiance et le fait savoir. On va espérer que ça puisse peut-être le faire l'aider à revoir son avenir ici. Et j'ai cru entendre dans un podcast que j'ai écouté ce week-end que Théo ne serait pas complètement fermé à l'idée de prolonger pour un salaire plus réduit, et le club y réfléchit également. Donc, à voir ce qui se passerait, sachant que même s'il signerait, il pourrait quand même partir. Ce serait juste histoire de le faire signer et qu'il parte pour un gros chèque, ce qui serait très intelligent de la part de Milan. Au milieu, on a trouvé le jeune Bondo à côté de Musa, donc Bondo qui était arrivé cet été, cet hiver, pardon, qui était arrivé blessé, hein, donc c'est pour ça qu'il n'était pas encore, qu'il n'avait pas encore joué chez nous. À droite, on a retrouvé le jeune Jiménez, dont on discutait on rigolait en privé avec Sirius, puisqu'on ne sait même pas quel poste il joue. Hein. Des fois, il joue à gauche, des fois, il joue en arrière gauche, des fois, là, il a joué à droite sur l'attaque. Et Pulisic a joué sur le flanc gauche, avec Santiago Jiménez en tant que numéro 9. Que s'est-il passé pendant le match ? Comme je le disais, il y a eu des péripéties, hein, puisque alors pardon pour la prononciation encore une fois, hein, mais là cette fois-ci c'est pour un nom d'un joueur, mais Kristovic peut-être, qui a commencé à ouvrir le score à la 7e minute, suivi ensuite, ça a été un doublé d'ailleurs, un doublé de Kristovic, 2-0 donc pour l'équipe de Lecce à la 59e minute. Leao qui est rentré sur le terrain à la 46e minute, puis contre son camp de Gallo de Lecce, donc pour le compte de Milan. Pulisic a inscrit un but sur penalty pour le 2-2, puis un doublé servi par Rafael Leao à la 81e minute. Et à peu de choses près, un ou deux remplacements près, etc., c'était la fin du jeu, sachant que Ante Rebic, d'ailleurs, l'ancien Milanais, est arrivé sur le terrain. Il y a eu 2-3 petites statistiques intéressantes, puisque il y en a beaucoup qui critiquent certains joueurs. Excusez-moi, j'ai eu un petit peu de mal. Mais il y a quand même Pulisic, c'est bien. J'ai passé à ça, j'ai oublié de l'enregistrer comme un idiot. C'est dommage, puisque quand même Pulisic revient, sachant qu'il a eu un début de saison très difficile. Mais il a quand même inscrit, je vais essayer de retrouver la stat tout à l'heure. Milan a remporté son 1500e match en Serie A, donc face à Lecce. Ils sont devenus la 3e équipe à atteindre ce cap. Et Leao, sur les derniers matchs, sur les 6 derniers, pardon, il y a eu un but contre Empoli, une assist contre l'Hellas Vérone, un but contre Bologne, une passe décisive contre la Lazio et contre Lecce. Concernant Pulisic, est-ce que je vais laisser retrouver la stat ? Je vais faire ça dans une petite seconde. Non, malheureusement, je crois que je ne l'ai pas retrouvé. J'aurais dû C'est ma faute, j'aurais dû l'enregistrer plus. Ah, attendez, je l'ai peut-être enregistré autre part. Voilà, Pulisic. Pulisic a dépassé la barre des 20 buts assists pour la 2e saison consécutive avec Milan. Il en avait 21 en 35 matchs avec Milan, cette saison, pardon, et 46 goal assists en 87 matchs depuis qu'il est chez nous. Voilà, donc il a eu un début de saison très difficile, comme je le disais, mais bon, il a quand même 21 buts goal assists cette saison. Ça, vu les débuts qu'il avait, c'est plutôt pas mal. Hein. On critique un petit peu Pulisic, mais faut pas oublier quand même qu'il reste l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur offensif qu'on ait au club depuis qu'il est là, en fait, tout simplement. Hein. Faut pas oublier, parce que même si on a encore Leao, hein, je dis pas le contraire, je crois que c'était Leao le meilleur passeur sur les 5 dernières saisons en Italie. Mais voilà.
Comme quoi, tout n'est pas tout noir non plus côté milanais, en plus avec la petite victoire. Sachant que cette victoire sauve provisoirement le poste de Conceição qui est sur le grill, puisqu'il avait 7 victoires et le match prochain à gagner. Sinon, on risque de partir, d'être viré tout simplement, sachant qu'il ne sera pas confirmé la saison prochaine et que le board recherche un coach italien. Donc, Allegri serait en pole position. Et sinon, ça pourrait être Roberto De Zerbi, qui est lui aussi observé par le board milanais. À voir la suite, puisque Milan est toujours en négociation pour un directeur sportif, sachant que ce serait de Iglitare qui devrait être, qui est pour l'instant en pole position, mais on n'a pas aucune réelle confirmation. Sachant que si la seule confirmation qu'on a, ce serait que c'est Furlani qui se chargerait de ce recrutement-là, puisqu'il s'est déplacé aux États-Unis pour rencontrer Cardinale, le PDG du club. Et c'est là qu'on pourrait penser, on n'a pas encore d'informations contre à ce sujet-là, mais on pourrait penser que Furlani prendrait la place de Zlatan, en tout cas, il prendrait l'ascendant sur lui, puisque c'est lui qui était en charge de toutes les décisions, on va dire, au club depuis l'été dernier. Et a priori, Furlani reprendrait un petit peu plus l'ascendant là-dessus. Voilà. C'est à peu près tout pour mon petit laïus côté milanais. De mon côté, avant de parler donc du match de l'Inter qui a eu lieu juste après le match du Milan AC, je vais revenir sur les autres matchs de la journée, notamment à l'ouverture. Le Cagliari-Genoa qui a couché donc d'un match nul 1-1. Ensuite, un 2-2 entre Parme et Torino. 1-1 également entre Como et Venise. D'ailleurs, c'est un Français d'ailleurs qui a marqué le premier but du match, le but de Como, c'était Jonathan Iconé qui venait à peine donc d'entrer en jeu. Ils sont fait égaliser à la toute fin de match d'ailleurs, Como. Bologne qui continue et qui poursuit sa belle série, son beau redressement, notamment avec sa 3e victoire d'affilée en allant gagner 2-1 contre l'Hellas Vérone. L'AS Roma qui vient de gagner tout à l'heure contre Empoli. AS Roma toujours invaincu en Serie A en 25 pardon. Excusez-moi. En 2025 toujours invaincu donc en Serie A, qui poursuit sa folle remontée au classement. Elle se rapproche de plus en plus des places européennes. Et je pense que l'AS Roma va réussir, malgré qu'elle aura un gros calendrier, surtout en fin de... Entre avril et mai, vraiment, ça sera assez compliqué pour l'AS Roma, mais il y a moyen que, galvanisés par leur longue période d'invincibilité en Serie A, ils puissent faire quelque chose de positif, du moins en cette fin de saison. Mais en tout cas, la dynamique est pour eux, va pour eux. D'ailleurs, c'est l'ancien de la Juve dont moi-même j'ai contesté le transfert en ne comprenant pas pourquoi il a été transféré au vu de ce qu'il avait montré à Frosinone. C'est Mathias Soulé, le jeune Argentin, qui je pense quand même aurait pu faire du bien à l'attaque de la Juve. Ben, malheureusement, il a été transféré. Je vois pas ce que Nico... Oui, mais non, tu comprends. On a encore d'autres jeunes derrière. Donc, le problème, c'est que les autres jeunes, on les a aussi vendus. Ouais, c'est ça. On vend Chiesa parce qu'on a Soulé. On vend Soulé parce qu'on a une ligne junior. On vend une ligne junior, on vend une ligne junior. Voilà. C'est juste ça. C'est l'actuel point de vue des dirigeants Juventini. Je s'y vois. Ouais, sachant qu'en plus, je vois pas du tout en quoi Nico Gonzalez est plus fort que lui. Mais bon, ça n'engage que moi. Mais du coup, c'est lui qui a marqué le seul but de la rencontre. Nico Gonzalez, il est juste plus blessé que lui, c'est tout. Aussi. Ça, c'est vrai en effet. Et donc, il y a également eu le Naples contre Naples-Fiorentina.
Match quand même assez important puisque c'est un match de haut de tableau et malgré que la FIO ne va pas... Enfin, la FIO souffle un peu le chaud et le froid en ce moment. Ça restait quand même un match de... Et que Naples était dans une série un peu compliquée de 5 matchs sans victoire en Serie A. C'était quand même un gros match. Et Naples a dû, du moins, s'employer pour pouvoir gagner ce match avec un Lukaku doublement décisif, buteur et également passeur. Il y a eu une réduction du score de la part de Gudmundsson qui n'a pas suffi et Naples du coup a pu revenir du moins au contact de l'Inter sur ce match. Et donc victoire très importante de la part des Napolitains. Et pour le coup, au niveau du le dernier match de la journée, enfin pour ce vendredi, enfin ce samedi, avant le match de la Juve, lui par contre a lieu en ce moment. Donc même si la tendance... Quel match de la Juve ne joue pas en ce moment. Il n'y a pas ce match. Je n'ai pas cette rencontre que vous cherchez. L'équipe ayant les couleurs similaires à la Juve joue actuellement contre l'Atalanta et même si on peut apporter une tendance au vu du score actuel, je ne vais pas directement pronostiquer une victoire puisque bon, quand on voit le match du Milan et puis également le match de l'Inter aussi qui a eu lieu hier, parler trop vite peut faire en sorte que un résultat contraire arrive. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Inter, lui aussi, a dû s'employer pour aller battre la modeste lanterne rouge du championnat Monza. Même si ça avait globalement bien commencé, puisque l'Inter avait marqué un premier but de la part de Lautaro Martinez, mais justement refusé. Pour le coup, c'est avéré. Hein. Il y avait une main de Lautaro Martinez dans le processus qui menait à son but. C'est juste qu'il a mis une volée, mais dans le moment où il met en fait, entre le moment où il frappe avec la main, enfin, il frappe avec le pied, dans son élan, il met les mains. Donc, forcément, quand tu mets les mains pour avoir une certaine stabilité, et en fait, avec sa main droite, il va malheureusement toucher la balle, ce qui fait que le but a été justement refusé pour une faute de main. Et donc l'Inter n'a pas marqué à ce niveau-là, mais par contre 10 minutes plus tard, Monza ouvre la marque plutôt contre le cours du jeu, puisque l'Inter avait le contrôle, mais bon, c'est un contrôle du match assez stérile dans lequel il n'était pas spécialement dangereux pour autant, mais sur une belle incursion, Birindelli arrive à aspirer De Vrij et ajuster comme il se doit Josip Martinez qui donc ne pouvait globalement rien faire puisque Birindelli avait toute la latitude, l'espace, la largeur, la longueur, tout ce que l'on voulait pour pouvoir l'ajuster. Et cela faisait donc 1-0 pour Monza à ce moment-là. Puis un peu avant la mi-temps, avant la 45e minute, Keita Baldé-Diao a au bon souvenir des moments, des flashs du jeune bon joueur qu'il avait été, ce qu'il nous avait montré à la Lazio, a marqué un magnifique but dans lequel où il part côté gauche et ensuite quelques petits dribbles vers la droite et ensuite il décoche une frappe un peu dans le style de Julián Alvarez, le but qu'il a mis contre le Real, mais un peu moins excentré du coup. Et de ce fait, Monza a doublé la mise et mené donc 2-0. Moi, de mon côté, en ayant vu ça, je me suis dit, ok, d'accord. C'est problématique là, ce qui se passe, puisque moi de mon côté, je me suis dit bon, l'Inter va rapidement mettre KO Monza pour pouvoir reposer les joueurs pour la C1. Ça, c'est tout le contraire qui arrive, mais
l'Inter arrive quand même à réduire la marque par l'intermédiaire d'Arnautovic avant la mi-temps, pendant le temps additionnel. Ce qui pour le coup, m'a rassuré dans le sens où je me suis dit, bon, ils ont réduit la marque, ça veut dire ils vont mettre une pression folle dès le début pour essayer le plus rapidement possible d'égaliser. Et ensuite, au moment où ils vont égaliser, ils vont réussir à, ils vont réussir à mettre ce troisième but, ça c'est sûr. Et donc, pour le coup, même si la pression effectivement s'est accentuée sur le but de Monza, hein, puisque bon, il y avait beaucoup de tirs en première mi-temps, il y en a eu un peu plus en seconde mi-temps, avec un peu beaucoup plus de contrôle de la part donc, des joueurs de l'Inter, où l'Inter a vraiment asphyxié pour le coup Monza. Là, la délivrance s'est faite à l'heure de jeu. La délivrance, pourquoi? Parce que c'est le moment où l'Inter est revenu à 2-2 sur un énième centre. D'ailleurs, je pense que sur ce match, en termes de centre, il y a dû en avoir, je sais pas, peut-être 20, 30. Pour le coup, il y en a eu... En deuxième mi-temps, il y en a eu 19. Sur le match en entier, il y en a eu 38. Voilà. Pour dire comme quoi l'Inter a énormément joué sur les côtés, mais c'est sur un énième centre repoussé par la défense de Monza. Bissek entrant, qui venait d'entrer il n'y a pas très longtemps, fait une belle remise pour Akan qui lui met une volée en première intention, sans chercher à savoir. Volée extrêmement bien exécutée, elle allait vers le bas, avec un petit rebond qui a trompé donc le gardien de Monza, très rapide d'ailleurs, une balle assez fusante, donc c'était assez compliqué pour le coup pour le gardien de l'attraper, ça fait donc 2-2 à ce moment-là, et ensuite le troisième but est venu un peu après, 10 minutes plus tard, par l'intermédiaire donc de Lautaro Martinez, qui a provoqué sur un centre donc d'Akan Çalhanoğlu, qui a provoqué le CSC de Kyriakopoulos, ce qui faisait 3-2 donc pour l'Inter de Milan. Se poser la question s'il y avait eu une poussette de Lautaro Martinez sur le jeune défenseur, non, sur le défenseur grec, puisqu'il avait un avance, il n'est pas totalement jeune. Non, il n'y avait pas de poussette pour le coup, et donc le but était complètement valide et valable. L'Inter aurait pu aggraver la marque, car sur une contre-attaque quelques minutes après, Lautaro Martinez la dépose sur Marcus Thuram, qui, en ayant la cage grande ouverte, va réussir l'exploit de mettre un poteau et de ne pas mettre le quatrième but de Interiste, qui aurait pu faire en sorte que la fin de match soit beaucoup moins stressante, même si en soi l'Inter, à partir du moment où elle a marqué le troisième but, elle a mis la main elle a continué encore plus à mettre la main sur le ballon, et Monza ne voyait pas le jour. Mais ça aurait permis du moins de passer les dernières minutes en étant encore plus tranquille. Mine de rien, l'Inter gagne quand même ce match-là, fait comme son cousin, attend d'être mené 2-0 pour porter l'estocade. Mais, euh, mais sinon, le plus important est là, les 3 points, belle fin de semaine. Et le point négatif, c'est la blessure de Zielinski qui est sorti 4 à 5 minutes après avoir rentré parce qu'il a pris un coup. Justement, et donc il faut espérer que ce ne soit pas une grosse blessure, parce que ouais, l'Inter va bientôt rentrer dans le sprint final et aura besoin de toutes ses forces pour pouvoir essayer d'être compétitif sur les 3 tableaux. Donc belle victoire interiste, je retiens surtout ça, puisque en soi sur le contenu, c'est pas normal que le dernier du classement mette 2 buts à l'Inter, mais la victoire est là, c'est le plus important. Et donc la place de la leader, oh là là, je vais dire Ligue 1, c'est pour ça que je l'ai dit, j'ai un peu mélangé la Ligue 1 et la Ligue 1, mais ça n'a rien à voir. Et du coup, l'Inter conforte sa place de leader au classement, avec un petit point d'avance sur sur Naples, pardon. SSC Naples, du coup.
coup. Un point, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, un point d'avance sur Naples. D'ailleurs, ça, par contre, c'est pas très rassurant. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est pas très rassurant. C'est pas que c'est pas rassurant, mais ce qui est un peu préoccupant, on va dire, c'est que votre prochain match, il joue contre l'Atalanta. Après ça, c'est pas vraiment ça qui me préoccupe parce que l'Atalanta est un adversaire qui globalement réussit bien à l'Inter. En fait, ce qui me préoccupe, c'est que là, globalement, Naples a joué tous ses gros matchs. C'est surtout ça. Et Naples, il leur reste. Il n'y a pas toutes les équipes qui sont aussi nulles que la Juve, donc. Ouais, mais pour le coup, Naples. 4-0, juste pour faire le petit point, là, on est à 10 minutes de la fin. Ouais, 4-0 pour l'Atalanta, merci, au revoir. Ah oui, quand même. Ouais. l'Atalanta... Ah ouais, tout à l'heure, il y avait 3-0. Ah ouais, ok. Et 4 buteurs différents, hein, s'il vous plaît. Ah bah oui, c'est pas drôle. Et je parie que... Attends, je vais regarder. Mais... Non, Charles n'a pas marqué. Hein? Charles n'a pas marqué. Non. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Pas encore, tu fais bien de le préciser, pas encore. Ouais, ça fait 2 anciens Milanais sur le terrain. Hein. Par contre, Retegui a marqué. Oui, c'est lui qui a mis le premier but d'ailleurs sur penalty. Retegui, meilleur buteur du championnat, il a marqué. Plus que jamais meilleur buteur du championnat quand même, hein, 22 buts. C'est le 22 ou 23e but qu'il a mis? Je crois que c'est 22, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le 22e but qu'il vient de marquer. En 26, oui, c'est ça, 22e but en 26 matchs. C'est bien. Voilà. C'est une belle moyenne. Ouais, exactement. Ouais, il est bien parti pour être élu meilleur attaquant de Serie A. Et ça serait complètement mérité pour le coup. Hein. Sur le coup, je ne dis quand même pas là-dessus. Et je comprends pas comment cette Juve-là peut être encore 4e. Ben, c'est tellement fatigant, tellement ridicule, tellement tout ce que vous voulez que... Bah, la Lazio, elle joue demain. C'est pour ça. Peut-être, enfin, si la Lazio gagne, bien sûr, mais sinon, voilà quoi. Mais elle est, pour le coup, ouais, la Juve est toujours bien placée. Après, pour venir à ce que tu as dit, Jeff, concernant Naples, c'est pour finir plutôt ce que je disais, oui, je suis pas très rassuré parce qu'en fait, Naples, concrètement, il leur reste 2 matchs où on peut dire, bon, il y a la possibilité pour qu'ils perdent des points. C'est au retour de la trêve internationale, ils joueront contre le Milan. Puis après, le 6, ce sera contre Bologne. Mais sinon, avant la trêve, c'est Venise. Et ensuite, c'est Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parme et Cagliari. Autant dire que leur destin, concrètement, leur destin entre les mains, ils l'ont en fait. Pour aller gagner le titre, la voie, elle est encore complètement ouverte. C'est pour ça qu'en réalité, quand Naples n'a pas gagné, a fait match nul contre l'Inter, au vu de la physionomie du match, j'étais content parce que Naples aurait mérité 100 fois de gagner le match. Mais je le disais déjà dans quelques podcasts avant, Naples, concrètement, son championnat va se jouer autour de février-mars. Et il fallait qu'elle perde le maximum de points. Elle en a perdu des points. Mais le problème, c'est que l'Inter n'a pas spécialement fait le job aussi. Elle a perdu des points bêtes. Et au final, Naples n'est qu'à 1 point. Donc, si concrètement Naples ne gagne pas le Scudetto, pour moi, hein, au vu de ce qui reste à jouer, c'est que c'est Naples qui s'est écroulé. Clairement, c'est Naples qui s'est écoulé parce que l'Inter, déjà, a beaucoup plus de matchs à jouer. Mais après, elle est capable de faire un perfect, attention. Elle est capable d'aller gagner tous ses matchs. Et voilà. Mais il y a aussi le fait que l'Inter risque d'avoir beaucoup de matchs. Mais l'Inter doit encore jouer la AS Roma, elle doit encore jouer la Lazio à la 37e journée. C'est des matchs que l'Inter peut gagner, attention. Mais ça reste des matchs... on ne sait pas dans quel... est-ce que l'Inter va aller loin en Ligue des Champions, ce qui peut rajouter encore des matchs. Moi, je pense que l'Inter va se qualifier en quart de finale. Donc, ce qui va faire qu'il faudra rajouter 2 matchs. Il y a les 2 matchs en Coupe d'Italie aussi également. Mine de rien, faudra faire attention. Inzaghi va devoir faire attention au niveau du turnover de l'équipe.
qu'il n'y ait pas beaucoup de blessés, là où Naples peut se dire, bon, il n'y a qu'un match par semaine, et en plus, c'est des matchs prenables. Donc, même si l'Inter est encore favori pour le titre, il y a quand même une possibilité, un monde où l'Inter ne gagne pas le titre. Clairement, clairement. Et pour moi, là, Naples est favori par rapport à l'Inter. Parce qu'elle a un calendrier beaucoup plus favorable. Clairement. Donc, à voir ce que ça va donner, mais là, c'est au jour le jour. Au jour le jour concernant le titre en Serie A. Donc, c'est bien que l'Inter soit toujours devant, mais en gros, limite, à chaque fois que l'Inter joue, je vais devoir voir le match de Naples à me dire, ah, j'espère qu'ils vont craquer. Parce que leurs gros matchs sont passés et que normalement, série de victoires façon Milan en 2022 et l'autoroute vers le titre y est, quoi. Tout simplement, parce que là, le Milan a fait ça quand vous avez gagné le titre en 2022. C'est ça, 2022? Oui, c'est ça, 2022. Je crois que 2022, oui. vous avez enchaîné combien de matchs sans défaite? Je sais plus, mais... Ouais, ça a été un gros rush. Je sais plus le chiffre non plus, mais c'était un sacré rush. Je vais voir ça, mais je pense que c'est plus de 15 matchs sans défaite que vous avez enchaîné. Et malgré ça, ça s'est joué sur le dernier match. Hein. Ouais, ça s'est joué à... Oui, effectivement, ça s'est joué à la fin. Et je vais vérifier ça, parce que je crois que vous avez pris la tête du championnat autour de la 21, 22e journée, autour de ce moment-là, vers janvier-février. Et après, à partir du moment où vous avez été premier, vous n'avez plus lâché... Attends, je vais vous dire ça. Je vais te dire ça. Le Milan a pris définitivement la tête à partir de la 28e journée. Mais elle naviguait entre la première et la deuxième place autour de la 25e. Mais il a fallu... Ouais, mais ce qui a vraiment fait en sorte que le Milan repasse premier, c'est à partir de la 25e journée. 25e journée, c'est environ mois de février. Voilà, un mois de février. Et le Milan donc a perdu 4 matchs à ce moment-là. Et après la 22e journée, le Milan n'a plus perdu de match. Voilà, c'est ça, ça a été ça le run concrètement. C'est de la 22e à la 23e à la 38e journée, plus de défaite. Donc voilà. Voilà tout simplement ce que ça a amené. Donc, ce qui donne actuellement au classement. Ce qui donne donc au classement de la Serie A après cette 28e journée. L'Inter première avec 61 points, deuxième Naples avec 60 points, l'Atalanta troisième, on va dire que c'est acté quand même au vu du nombre de minutes qu'il reste, troisième avec 58 points, donc à 3 points de la première place, hein, mais avec un différentiel négatif pour eux puisque l'Inter a crucifié l'Atalanta à l'aller, exposé bien comme il le fallait. Quatrième la Juve pour l'instant avec 52 points. Pour l'instant, pourquoi? Parce que la Lazio joue contre Udinese demain et donc pourrait lui chipper la quatrième place. Cinquième, la Lazio avec 50, pour l'instant 50 points. Bologne sixième avec 50 points. L'AS Roma septième avec 46 points, qui remonte à vitesse grand V. Fiorentina huitième avec 45 points. Neuvième, l'AC Milan avec 44 points. Dixième, l'Udinese avec 39 points. Et qui joue demain donc. Torino 11e avec 35 points, Genoa 12e avec 32 points, Como 13e avec 29 points, Cagliari 14e avec 26 points, égalité de points avec l'Hellas Vérone, 16e Lecce avec 25 points, Parme 17e avec 24 points, Empoli 18e et premier relégable avec 22 points, Venise 19e avec 19 points, pour au moins c'est clair, Monza 20e avec 14 petits points. Et donc ce sera tout pour cette Serie A, donc pour l'instant du moins, puisque le dernier match aura lieu demain. Et après donc la Serie A vient donc le championnat espagnol, la Liga,
avec la 27e, donc, 27e journée de Liga. Des surprises sur cette journée-là. Quelques surprises. C'est une Liga disputée. Hein? C'est une Liga très disputée. Exactement. Avec le Barça qui n'a pas joué pour l'instant, le match a été reporté. Pourquoi? Parce que un membre du staff du FC Barcelone a malheureusement perdu la vie et donc il me semble que c'est le médecin, c'est ça. Le médecin du club. Le médecin du club. Et de ce fait, donc il y a eu le report de ce match-là suite à la demande donc du FC Barcelone. Et par contre, les autres matchs, eux, ont bien eu lieu. Et donc, le Celta Vigo qui a gagné Leganés 2-1. La défaite de Villarreal contre Alaves. Moi qui parlais en bien de Villarreal en indiquant qu'ils allaient globalement bien en ce moment, notamment les dernières semaines, bah là, ils ont malheureusement perdu. En plus, Alaves était réduit à 10 depuis l'heure de jeu. Il y a 9 dans les dernières secondes. C'est ça, dans les dernières secondes, c'est ça, ils ont été réduits à 9. Et ils ont quand même pu garder cette victoire-là, cette courte mais précieuse victoire. Précieuse parce que ça a quand même une incidence sur le nombre de points au vu du maintien pour Alaves. Et donc, victoire très importante pour eux, qui ne les sort pas de la zone rouge, mais qui les rapproche de la sortie de cette zone-là. Valence. C'est ça, ils ne sont plus qu'à un point de la 15e place. Hein. De la 17e, 16e et 15e place. C'est ça, exactement. Plus qu'à un point. Par contre, du coup, Valence, qui jouait aussi un match ultra important dans cette optique de maintien, a gagné contre Valladolid et est sorti donc de la zone de relégation. Comme tu l'as précisé, il n'y a qu'un point entre eux et le 18e, donc c'est encore très disputé, mais c'est quand même un point positif pour eux. Et actuellement, ils ne sont plus dedans. Ils ne sont plus relégables à l'heure où on parle. C'est ça, exactement. Donc, ça reste un point positif pour eux. L'Atlético qui a manqué le coche en perdant 2-1 contre Getafe et donc a perdu l'occasion de pouvoir, reprendre la tête. C'est ça, exactement. Sorloth qui a marqué un but. Correa qui a complètement pété les plombs en prenant un carton rouge direct parce qu'il a insulté l'arbitre. Et je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais il risque... Après, c'est des insultes assez dures qu'il a dit. Hein. C'est pas... Il n'a pas dit... Il n'a pas dit « Oh mince alors ». Non, c'était assez dur ce qu'il a dit. Tu n'es pas gentil. Voilà. Et donc, il risque, et je pense qu'il va avoir, plusieurs matchs de suspension. Je tablerai sur au moins 4 à ce niveau-là parce que, bon, voilà, il a clairement insulté l'arbitre pour le coup. Donc, et c'est pas mince, t'arbitres pas bien. Non, c'est des insultes plutôt personnelles pour le coup. Donc, je pense qu'il va voir ailleurs si j'y suis et prendre quelques bons matchs de suspension. Ouais, moi, je pense sincèrement qu'il va prendre au moins 4 matchs de suspension. Au vu de ce qu'il a dit à l'arbitre... Ça se comptait plus en mois. Ah, pourquoi pas. Après, je connais pas le barème en Espagne, mais... je pense minimum, oui, 4 matchs, ça reviendra à un mois de toute façon. Donc, ouais, c'est possible. C'est possible. Après, bon, ça serait justifié. Hein. C'est bon, si tu peux te permettre de parler comme ça à l'arbitre et tu prends juste un mois de suspension, ok, d'accord. C'est la fête au village, quoi. C'est à foire et tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Clairement. Mais ouais, il a complètement pété les plombs, il a pris un rouge complètement mérité et je pense qu'on va plus le revoir pendant plusieurs semaines.
Et on a oublié de préciser que sur la victoire du Real, Mbappé était nouveau décisif. Ah, moi j'ai parlé de l'Atlético, j'ai pas encore parlé du Real de Madrid. Ah, excuse-moi. C'est ça, j'étais pas encore sur là, mais du coup je peux te laisser si tu veux parler du Real. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que il y a eu deux derbys madrilènes qui se sont joués ce week-end, et il y a une des deux équipes qui est en haut du classement qui s'est plantée, comme tu viens de le dire avec l'Atlético. Et ben il y en a une autre qui ne s'est pas plantée, qui a plutôt réussi son derby face au Rayo Vallecano, le club de la bande blanche. C'était les blancs contre les blancs et rouges. Et ben ce club d'Mbappé, de notre cher Mbappé national, qui s'est imposé. Tout s'est joué en première période avec Mbappé et Vini qui ont marqué à la 30e et à la 34e minute, avant que Pedro Diaz réduise le score pour le Rayo dans les ultimes secondes de la première période. Mais Mbappé, qui était en si grande difficulté en début de saison, est vraiment en train de faire une saison quand même plus qu'impressionnante. Oui, finalement, il s'adapte de mieux en mieux. Sont prises assez rapidement. C'est ça, exactement. Il s'adapte de mieux en mieux. Et. Mais il a besoin de son adaptation, tout simplement. Hein. C'est ça. Et de toute manière, cette saison, en fait, elle montre en fait que c'est plus que. C'est surtout enfin, au-delà d'être une machine, il est très fort, mais qu'il a quand même ses failles, qu'il a eu ses failles. Et. Voilà, et qu'à un moment donné, même si c'est Mbappé, même s'il a gagné une Coupe du Monde, même s'il est allé en finale de Coupe du Monde, même s'il a fait des choses en Ligue des Champions, ça reste un joueur perfectible et qui peut pas venir comme ça et directement s'adapter comme CR7 a pu s'adapter de manière éclair au Real. Mais il lui a fallu du temps. Bon, là, ils s'entendent de mieux en mieux, mais je pense pas que c'est optimal. Je pense que l'année prochaine, ça sera du coup mieux, je vais dire pire pour les adversaires, mais mieux du côté du Real. Si le Real ne fait pas n'importe quoi et commence pas à faire des transferts pour désorganiser l'équilibre de l'effectif, mais ça sera encore mieux et le Real sera encore plus dangereux ces prochaines années. S'ils arrivent aussi à garder tout le monde, puisque ça, je pense que ça va peut-être être un point sur lequel des tensions pourraient. Vu ce qu'on dit sur Vini, c'est pas certain. Moi, c'est pas Vini qui retient mon attention. Moi, je pense que c'est Rodrigo. C'est Rodrigo qui, pour moi, faut faire attention à ne pas trop le mettre de côté parce que c'est vrai que c'est pas l'élément qui brille, entre parenthèses, qui a le plus a le plus les projecteurs sur lui, mais en termes d'importance dans le jeu et de talent, c'est pas le dernier de l'effectif, loin de là. Et je pense que s'il n'y a pas assez de reconnaissance du côté du Real, je ne serais pas surpris que divers clubs en Europe sortent le chéquier pour essayer de l'arracher du Real. Mais au moins le Real là actuellement a fait a assuré l'essentiel en gagnant donc 2-1, en revenant à égalité avec le FC Barcelone. Bien évidemment, le FC Barcelone n'a pas joué, donc forcément, il y a 3 points potentiels d'écart. Enfin, c'est un peu plus que 3, puisque en cas d'égalité, le Barça reste devant le Real. Mais, du moins, le Real là est pour l'instant revenu à égalité de points. Le Betis Séville, lui, gagne contre Las Palmas, ce qui lui permet de solidifier sa 6e place qualificative en Europa Conference League, mais je pense qu'elle ne... Je ne sais pas si elle sera qualificative, peut-être que ce sera la 7e place et non pas la 6e, au vu des bons résultats, au nombre d'équipes espagnoles encore en lice et aux résultats, peut-être que l'Espagne pourrait avoir une 5e place
en Ligue des Champions, et donc forcément, ça avancerait les, euh, les équipes qui pourraient jouer l'Europe. Donc peut-être que la 6e place du coup serait en Europa et donc la 7e serait en Conférence League. Faut voir du moins à ce niveau-là. Mais pour l'instant, le Betis est 6e et donc bien ancré dans cette place pour la Conférence League. Bilbao qui continue à perdre du terrain sur les autres poursuivants, toujours bien placé pour se qualifier en Ligue des Champions, mais un écart de plus en plus conséquent est en train de se faire avec les 3 premiers au classement. C'est dommage, c'est dommage. Ils n'étaient pas si loin des équipes de tête il y a quelques semaines. Bon, là, ils enchaînent les résultats pas forcément très positifs, surtout face à des équipes moins bien classées. Je parle par exemple du match nul contre l'Espagnol de Barcelone, le match nul contre le Betis, contre les Ganes. Ce qui fait qu'ils perdent, voilà, ils perdent un peu ils perdent quelques points et se retrouvent là actuellement à 7 points, donc du 7 à 8 points du trio de tête, ce qui est un peu beaucoup. Enfin, beaucoup, mais pas beaucoup, parce que si on se fie à ce qui s'est passé sur cette Liga-là, à un moment, le Real avait quasiment 10 points d'avance sur le Barça, c'est peut-être un peu plus. Ils se sont fait rattraper. Le Barça, au mois de novembre, avait 10 points d'avance, 13 points, je crois, 10 à 13 points d'avance sur le Real. Et finalement, cette avance, elle a plongé. Donc, au final, c'est beaucoup, mais cette Liga, elle est très indécise. Donc, la perte de points est plus que possible. Mais bon, ça reste quand même assez difficile. Ça reste quand même un écart plutôt élevé. Et donc, au niveau du classement, sauf si, normalement, je n'ai pas oublié. Non, je n'ai pas oublié de match, donc je peux indiquer le classement. Donc, le FC Barcelone est premier toujours, à la différence de but particulière, puisque ayant un meilleur goal average particulier aux confrontations directes avec le Real de Madrid. Premier avec 57 points. Deuxième, le Real également avec 57 points. L'Atlético Madrid, troisième avec 56 points. L'Athletic Bilbao, quatrième avec 49 points. Villarreal, cinquième avec 44 points. Sixième, le Betis avec 41 points. Mallorca, septième avec 37 points. Sixième, le Rayo Vallecano, le Celta Vigo et actuellement donc le FC Séville qui est en train de gagner 1-0 contre la Real Sociedad. Donc là, le 11e du classement est la Real Sociedad. Le 12e, Getafe, Real Sociedad avec 34 points. 12e, Getafe avec 33 points. Égalité de points avec Osasuna. 14e, Gérone avec 32 points. L'Espagnol de Barcelone. Valence et Leganés sont entre la 15e et la 17e place avec 27 points. Alaves, 18e avec 26 points. Las Palmas, 19e avec 24 points. Et Valladolid, 20e et toujours dernier. Boledan du championnat avec 16 petits points. D'ailleurs, Ronaldo veut vendre le club, n'a toujours pas encore trouvé de repreneur, mais apparemment des discussions seraient en cours à ce niveau-là pour la revente du club, mais ce n'est pas encore acté. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a également indiqué, mais Álvaro Negredo a pris sa retraite. Récemment. L'ancien buteur formé ou post-formé au Real. C'est ça exactement. Qui avait fait sa dernière saison du moins professionnelle à Valladolid. Et donc là, officiellement, pris sa retraite et bon vent l'artiste, lui qui avait fait les beaux jours du FC Séville notamment, avant de s'envoler à Manchester City, puis bourlinguer un peu entre l'Espagne, l'Angleterre, puis la Turquie. Il est allé aussi à Al Nasser aux Émirats Arabes Unis, pas en Arabie Saoudite, en Turquie aussi. Puis il était retourné donc en Espagne pour ensuite finir sa carrière
Mais oui, fin de carrière pour Alvaro Negredo. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments? Ah, et d'ailleurs, Lyon vient de battre Nice tout de suite. Là. Le résultat vient de tomber. Mais Nice, donc, ne revient pas à hauteur de l'OM. Et Lyon repasse donc 6e au classement suite à sa victoire 2-0 contre Nice. Et la Juve a officiellement perdu 4-0. Enfin, l'équipe ayant les mêmes, le même logo et un maillot noir et blanc a perdu 4-0 contre l'Atalanta. Je savais pas que Newcastle jouait en Italie cette saison. Hein? Non, c'est l'Udinese. Ah, Ouais, c'est l'Udinese, pardon. Je croyais que c'était Newcastle. Ou Angers, ou Botafogo, ou je sais pas trop. Non, on est nul, c'est tout, on est nul. J'ai même pas envie de parler du match parce que je ne l'ai pas vu parce que merci les diffuseurs en France. Et de deux, il n'était pas sur l'équipe foot. Pour voir qu'on est nul, c'est pas la peine. Il n'était pas sur l'équipe foot le match? Ben, faut avoir l'abonnement de l'équipe. Ah. Ou une IPTV, quoi. Ou un abonnement en Italie, parce que l'IPTV, c'est illégal. Voilà. C'est pas bien. Un abonnement DAZN. Voilà. Parce que... Et passer par un VPN. Un VPN, c'est ça. Le VPN, c'est possible. L'IPTV, c'est mal. C'est pas bien. Voilà. Non à l'IPTV. Bon, ben, sur ce, on va se laisser pour ce soir, je pense, messieurs. C'est cela, en effet. Pas d'autres éléments à ajouter concernant les 3 championnats que l'on a parlé. Et le reste, on en parlera donc demain. C'est pas obligé. Allez, bonne soirée. Bonne soirée également. Allez. À demain. Bonne soirée. À plus.